Alors, on continue avec la bilirubine. Donc, comme tout paramètre, donc comme tout dosage biochimique, donc ça nécessite des un prélèvement, bien sûr, et des précautions à prendre par rapport à ce prélèvement. Donc, vous avez le prélèvement se fait sur un tube sec, donc pour avoir du sérum ou du plasma, donc recueilli sur, bien sûr, héparinate de lithium. L'héparinate de lithium, c'est l'anticoagulant de choix en biochimie. Donc, vous avez des précautions à prendre. Vous m'entendez? D'accord. Donc, donc, on va commencer par le premier paramètre qui explore la cholestase, c'est le dosage de la bilirubine. Donc, comme tout paramètre donc, à doser, vous avez besoin euh, de précautions ou de conditions de prélèvement et des précautions à prendre pour assurer donc un échantillon de qualité donc pour avoir un dosage correct. Donc le prélèvement donc concernant le dosage de la bilirubine, donc on a besoin soit du sérum donc recueilli sur tube sec ou du plasma recueilli sur anticoagulant qui est l'héparinate de lithium. On a dit auparavant que l'héparinate de lithium c'est l'anticoagulant de choix en biochimie. Les précautions à prendre en considération, c'est qu'il faut protéger les prélèvements à l'abri de la lumière, vu que la bilirubine est photooxydable. Donc, par rapport à la lumière, elle va s'abîmer et donc on aura, si on dose, on va avoir une bilirubine plus basse que la vraie valeur chez le patient. Donc, il faut savoir que c'est un examen d'urgence en néonate, donc chez les nouveau-nés, donc à prendre immédiatement en charge. Les méthodes de dosage, donc on a principalement fait les méthodes les plus courantes, le dosage par colorimétrie après diazotation ou la méthode de référence qui est la chromatographie liquide haute performance, donc l'HPLC. Mais à notre niveau, donc on dose par une réaction colorimétrique, donc après diazotation. Donc, on peut avoir d'autres liquides biologiques, donc dans lesquels on peut doser. Donc, les urines, donc c'est très rarement dosé au niveau des urines. Donc, sur prélèvement fraîchement émis, inférieur à 1 heure, et bien sûr conservé à plus 4 degrés Celsius. Et aussi dans le liquide amniotique, donc pour rechercher une éventuelle incompatibilité fœto-maternelle, donc surtout liée au groupe sanguin Rhésus. Donc, les causes d'erreur au niveau du liquide amniotique, donc il faut faire attention au méconium qui est très riche en bilirubine, maintenant on le sait, et aussi présence de sérum maternel ou fœtal dans la poche amniotique. Donc là aussi, c'est un prélèvement délicat et qui n'est pas fait en routine. En routine, on reçoit du sang recueilli sur tube sec ou sur héparinate de lithium, comme je vous ai dit. Donc, la méthode de dosage la plus utilisée, qui est le dosage par colorimétrie après diazotation, et là, on le fait même au niveau de vos TP, d'accord? Donc, c'est une réaction, le principe de cette méthode, c'est une réaction qui se fait en 2 étapes. Donc, premièrement, on prépare le réactif, le diazoréactif, et secondairement, donc, réaction du diazoréactif avec la bilirubine. Donc, en fait, la préparation du diazoréactif par quoi? On a l'acide sulfanylique avec le nitrite de sodium va nous donner le diazoréactif qui est le chlorure de diazonium de l'acide sulfanylique. Donc, ce diazoréactif va réagir secondairement avec la bilirubine, donc soit direct, soit indirect, et là, je vais vous expliquer, donnant un composé qui est l'azobilirubine, donc photodétecté donc par spectrophotométrie à 560 nanomètres pour la bilirubine directe et 520 pour la bilirubine indirecte. Donc, total. Donc là, direct et indirect, direct et total. Donc, en fait, si vous avez, il vous arrive d'être au laboratoire, vous avez une demande de bilan, bilirubine, vous allez faire la totale et la directe. La totale et la directe, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au réactif. Je vais vous expliquer. Donc là, au niveau de l'organisme, en principe, on a deux bilirubines. On a la bilirubine conjuguée et la bilirubine non conjuguée.
La bilirubine conjuguée, elle est qualifiée de bilirubine directe au niveau du laboratoire. Pourquoi? Comme conjuguée, elle est hydrophile, donc euh, elle réagit directement avec le réactif. Elle est hydrophile. D'accord? Par contre, la bilirubine totale, qui est la conjuguée plus la libre, elle n'est pas soluble, elle est insoluble. Donc, elle nécessite un solubilisant, un agent solubilisant pour pouvoir réagir avec le diazoréactif. Donc, c'est pour ça on dit bilirubine directe, donc directement, elle réagit directement avec le réactif, et une bilirubine indirecte, on parle de la fraction libre, qui réagit indirectement après une étape de solubilisation, donc par des agents solubilisants. On peut trouver des réactifs avec de la caféine, du benzoate, d'acétate, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je dois répéter? C'est clair ou je répète? Oui, c'est pour. OK. Donc, après réaction, donc, on va avoir de l'azobilirubine, de rien. Et donc, bien sûr, c'est une réaction, comme on a dit tout à l'heure, colorimétrique, donc aboutit à une coloration et qui nécessite donc une détection, une lecture par spectrophotométrie. Donc, pour la bilirubine directe, c'est lu à 560 nanomètres, donc je parle de la longueur d'onde. Et pour la bilirubine totale, conjuguée et libre, bien sûr, on va voir 520 nanomètres. C'est approximativement pareil. Donc, les valeurs normales ou usuelles, donc chez les sujets adultes, en principe, la bilirubine totale est inférieure à 17 micromoles par litre, d'accord? Et la directe, elle est inférieure à 3,4 micromoles par litre, d'accord? En pédiatrie, donc, vous avez le seuil critique pour la bilirubine chez le nouveau-né, donc ça doit être moins de 10 jours, la bilirubine totale doit être, elle peut être supérieure à 250 micromoles par litre. Donc, chez le nouveau-né, les valeurs sont plus élevées. Donc, jusqu'à 250 micromoles, on ne s'inquiète pas, c'est physiologique et ça va baisser dans les jours qui suivent. Supérieur à 250 micromoles, donc on peut assister à un ictère néonatal, d'accord, soit physiologique, soit pathologique à diagnostiquer. Et donc là, on va explorer, d'accord, mais on peut avoir chez le nouveau-né des valeurs jusqu'à 250 micromoles par litre. Donc, les variations pathologiques, donc vous avez la bilirubine libre peut augmenter en cas de destruction exagérée des hématies. Donc, vous avez par exemple une maladie hémolytique. Donc là, les globules rouges sont détruits plus que la normale, ou par déficit de la glucuronoconjugaison. Donc là, c'est la libre qui va être élevée. Vu qu'ici, comme c'est une destruction massive d'hématies, donc on va avoir la bilirubine libre et la glucuronoconjugaison va se retrouver dépassée. Et le deuxième point, par déficit de la glucuronoconjugaison, donc la bilirubine libre arrive, il y a un problème au niveau de la glucuronoconjugaison, donc elle n'est pas conjuguée, et donc on va avoir la bilirubine libre qui est élevée par rapport à la conjuguée. Quand est-ce que la conjuguée est élevée? Lors des maladies congénitales par défaut d'excrétion, par exemple, la bilirubine arrive au niveau du foie, elle est correctement conjuguée, mais elle n'arrive pas à être excrétée ou éliminée du foie, donc elle retourne dans le sang. Ou au niveau des cholestases intra- et extra-hépatiques, maintenant c'est clair, lorsqu'il y a un obstacle donc, qui empêche l'écoulement normal de la bile dans la vésicule biliaire. On passe aux enzymes, donc la PAL, premièrement la PAL, donc je vous ai dit que la PAL et la gamma-GT sont appelées enzymes cholestatiques, c'est-à-dire que c'est des enzymes qui explorent la cholestase. Donc là, je pense que vous l'avez fait au niveau du cours enzymologie clinique, je ne vais pas reprendre, donc tout ce qui est fonction, distribution, conditions de prélèvement et méthode de dosage. Donc je vais passer tout de suite aux valeurs usuelles, d'accord? Donc il faut savoir, il faut toujours se référer à la méthode de dosage, la méthode de dosage pour interpréter le résultat. Donc, on a des méthodes
selon la Société française de biologie clinique et des méthodes selon la Société allemande de biologie clinique. Là, ça diffère, les valeurs diffèrent. Donc, toujours revenir à la méthode de dosage pour interpréter les résultats. Donc là, il faut savoir qu'il y a une augmentation physiologique chez l'enfant. Donc là, je vous rappelle que la phosphatase alcaline, c'est une enzyme ubiquitaire qui existe dans pas mal de tissus. Donc, il y a plusieurs isoenzymes, principalement au niveau sanguin. On retrouve l'isoenzyme hépatique donc, et l'isoenzyme osseuse. Donc, en cas de pathologie osseuse, donc on va voir aussi la PAL qui est élevée. D'accord? C'est la phosphatase alcaline totale qui se retrouve au niveau sanguin. Donc, chez l'enfant, en période de croissance, on a des valeurs physiologiquement élevées. C'est élevé, c'est normal, vu que l'os est en période de croissance. Aussi, chez la femme enceinte au 3e trimestre, on a une isoenzyme placentaire. D'accord? Donc, il va se retrouver au niveau sanguin et on va la doser avec la phosphatase alcaline totale. Donc, là, ces 2 points sont à prendre en considération lors de l'interprétation. Okay, donc, si on trouve une valeur élevée et on revient voir les informations du patient, on voit que c'est un enfant qui a 6 ans, 7 ans, etc. Donc, c'est une valeur normale. D'accord? C'est l'isoenzyme osseuse qui est élevée et non pas l'hépatique. Donc, les variations pathologiques, donc c'est élevé en cas, donc si on trouve une PAL élevée, on va penser à 2 types d'affections, soit des affections hépatobiliaires, donc par augmentation de la phosphatase alcaline hépatique, soit une augmentation des affections osseuses, et là, par augmentation de l'isoenzyme osseuse. Donc, pour les affections hépatobiliaires, donc ça augmente, on a une élévation franche dans l'ictère par rétention, donc en cas de cholestase, ok. On a une augmentation modérée, voire normale, dans les cancers, les cirrhoses, les hépatites virales ou toxiques. Donc, c'est une augmentation moindre que l'ictère par rétention ou la cholestase. Aussi, au niveau des cancers, on peut retrouver certains isoenzymes placentaires, même, ce n'est pas une patiente enceinte ou quelque chose, mais certains cancers fabriquent ou synthétisent des enzymes placentaires, donc qui peut être retrouvé au niveau sanguin, donc et qui va élever aussi la phosphatase alcaline totale. Dans les affections osseuses, et là, c'est pas du tout dans le sens de l'exploration hépatique, donc c'est différentiel. Vous avez la maladie de Paget, l'ostéomalacie ou le rachitisme chez l'enfant, donc qui peuvent hausser la phosphatase alcaline, et là, on va l'interpréter dans le total du bilan. Donc, c'est en dehors des affections hépatobiliaires. La gamma-GT ou la gamma-glutamyltransférase, donc qui est une enzyme cholestatique. Donc, vous avez vu tout ça au niveau du cours enzymologie clinique, donc je ne vais pas m'attarder. Je vais passer tout de suite aux valeurs normales. Donc, les valeurs normales diffèrent. Donc, chez la femme, ils sont moindres que chez l'homme. Et là, j'attire votre attention qu'il y a une augmentation physiologique chez 1 à 2% de la population. Vous faites un bilan d'un patient qui n'a pas de pathologie hépatique. Et là, vous avez des valeurs un peu élevées. Pas très élevées, mais au-dessus de la limite donc, supérieure. Et là, ça peut être physiologique. Les variations pathologiques, donc toute affection hépatique augmente la gamma-GT. Vous avez une augmentation de 5 à 30 fois la normale. Quand je vous dis 5 à 30 fois la normale, c'est-à-dire 5 à 30 fois la valeur normale. Donc, 5 fois, c'est 61 fois 5 la normale. Donc, ça peut être très élevé. En cas de cholestase, vu que c'est une enzyme cholestatique, les hépatites médicamenteuses et les métastases hépatiques. L'éthylisme surtout, donc la gamma-GT augmente en cas d'alcoolisme ou éthylisme et en anormalisation rapide après sévrage. Donc ça peut être un paramètre de suivi de sévrage de l'éthylisme. Augmente dans les affections pancréatiques et aussi lors d'induction enzymatique. Donc c'est une enzyme facilement inductible. Donc si on prend des médicaments qui assurent une induction enzymatique, donc là ça va se trouver élevé. Et là, c'est important pour l'interprétation chez le patient. Le cholestérol total, donc, c'est un paramètre qui peut orienter vers un syndrome de cholestase. D'accord? Donc, la méthode de dosage, c'est par colorimétrie.
méthode colorimétrique enzymatique. Et là, ça augmente lors d'un phénomène de cholestase, donc ictère par obstruction ou par rétention. Donc, si vous n'avez pas de questions à propos de l'exploration du syndrome de cholestase, on va passer à l'exploration du syndrome de cytolyse hépatique. Oui, c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Alors, on va passer au deuxième point, qui est l'exploration du syndrome de cytolyse hépatique. Cytolyse, c'est la lyse des cellules hépatiques. Cellules hépatiques. Donc là, les cellules hépatiques sont en train de se liser, se déchiqueter, d'accord? Et là, c'est la cytolyse hépatique. Donc, on va la définir, c'est quoi? C'est une souffrance cellulaire qui résulte d'une augmentation de la perméabilité de la membrane plasmique des hépatocytes dans le cadre d'un processus de nécrose ou d'apoptose cellulaire. Soit ces cellules-là, par un agent ou par un phénomène, ils sont en train de mourir normalement avant l'heure, donc c'est l'apoptose cellulaire, ou par agent, donc nécrotique, par nécrose. Donc là, les cellules hépatiques se déchiffrent, meurent, etc. Et donc leur contenu se trouve déversé dans le sang. Donc c'est une lyse des cellules hépatiques. Pour simplifier, la cytolyse hépatique, c'est une lyse des cellules hépatiques, d'accord? Soit par apoptose ou par nécrose. Alors, les paramètres biochimiques qui explorent ce syndrome de cytolyse hépatique, on a principalement, et si je vous dis cytolyse hépatique, vous allez me dire tout de suite transaminases. Donc, les transaminases sont appelées enzymes cytolytiques, c'est-à-dire les enzymes qui explorent la cytolyse hépatique. Donc, concernant la PAL et la gamma-GT, c'est des enzymes cholestatiques, explorent la cholestase. Les transaminases, c'est des enzymes cytolytiques. Là, c'est un truc qu'il faut garder toute sa vie. Transaminases, c'est des enzymes cytolytiques qui explorent la cytolyse hépatique. Si je trouve des transaminases élevées, donc l'élévation peut aller de 10 à 100 fois la normale, ça dépend du type de la pathologie, d'accord? Je vais tout de suite trancher vers un syndrome de cytolyse et ce sera le point de départ de mon exploration et de mon diagnostic. On a aussi l'augmentation de la LDH, lactate déshydrogénase, d'accord? Vous avez aussi l'OCT, l'ornithine carbamyl-transférase, mais elle n'est pas dosée en routine, donc c'est un paramètre qui est dosé, qui a été dosé auparavant, mais ça ne se dose pas en routine. Vous avez aussi le fer, vu que l'organe de stockage par excellence, c'est le foie concernant le métabolisme du fer. Mais principalement, c'est les transaminases. Donc, les transaminases, donc soit ASAT ou TGO, donc c'est l'aspartate aminotransférase, localisation tissulaire, cœur, foie, rein et muscles. Quand je vous dis localisation tissulaire, vous allez tout de suite penser aux isoenzymes, d'accord? Les isoenzymes, donc on a une isoenzyme au niveau du cœur, cardiaque, hépatique, rénal et musculaire. L'apparition dans le plasma de l'une ou l'autre forme dépend du nombre de cellules atteintes et la capacité de synthèse du foie. Donc là, ça dépend de l'étendue de la pathologie, donc nombre de cellules atteintes, et la capacité de synthèse du foie. Donc le foie est capable, sa capacité à synthétiser cette enzyme. Les variations pathologiques donc, augmentent au cours des affections hépatiques. Et là, on va voir que la LAT augmente plus que l'azate. Sauf l'hépatite éthylique, vous avez l'azate est supérieur à la LAT. Augmentation des azates dans les atteintes cardiaques au cours des infarctus du myocarde. Donc, comme on a une isoenzyme cardiaque, donc ça peut augmenter, et aussi au cours des embolies pulmonaires. Donc là, l'azate augmente au cours des affections cardiaques et au cours des affections hépatiques. Et pour faire le différentiel, vous avez la LAT qui augmente beaucoup plus en cas d'affection hépatique. C'est ce qu'il faut retenir de tout cela.
l'ALAT ou la TGP, donc c'est la même appellation, aminotransférase, et quand je vous dis transaminase, c'est les deux. D'accord? Localisation tissulaire, donc la plus importante, c'est le foie, par la suite le cœur et le rein. Donc là, ça témoigne, donc c'est un meilleur indicateur donc, de cytolyse hépatique. Variation physiologique, donc augmente naturellement chez ou physiologiquement chez le nouveau-né, et on a une normalisation au bout de 6 mois. Les variations pathologiques, donc c'est un facteur, c'est le facteur le plus discriminant de la cytolyse hépatique, donc quand je vous l'ai dit tout à l'heure, et on peut faire un rapport ASAT sur ALAT, donc en cas où ce rapport est inférieur à 1, on penche vers une hépatite aiguë, d'accord? Si c'est supérieur à 2, donc on penche vers l'alcoolisme. On a dit tout à l'heure qu'en cas d'éthylisme ou d'alcoolisme, l'azate augmente plus que la late. Et c'est à peu près pareil en cas d'hépatite chronique. Et là, l'aigu et la chronique, c'est quoi? C'est le maintien de valeur de transaminase plus de 6 mois. Donc, ça veut dire que ce n'est plus une hépatite aiguë, c'est une hépatite chronique. En plus, au niveau de l'hépatite aiguë, on a des valeurs très élevées. Là, l'hépatite chronique, c'est des valeurs élevées, mais qui sont un peu plus basses que l'aiguë. D'accord? On va le voir au niveau des hépatites. Donc, les valeurs des transaminases, donc c'est pareil chez l'homme et chez la femme. Vous avez des valeurs par rapport auxquelles il faut interpréter votre résultat. Donc, vous avez la LDH. La LDH aussi, elle a plusieurs localisations, donc plusieurs isoenzymes. C'est la LDH5 qui est hépatique, d'accord? Les variations pathologiques, donc, c'est une enzyme de cytolyse qui est peu spécifique, vu l'existence dans pas mal de tissus, et surtout au niveau du globule rouge. Donc, en cas d'hémolyse, la LDH n'est pas dosée. Si on a une hémolyse donc, provoquée du prélèvement, donc la LDH n'est pas dosée. Elle augmente cette LDH au cours des infections hépatiques, d'accord, surtout l'hépatite aiguë et les cancers hépatiques. Elle augmente aussi au cours des affections cardiaques, donc vous avez une enzyme cardiaque, et aussi elle augmente au cours des anémies hémolytiques. Je vous ai dit que les globules rouges sont très riches, donc il y a une concentration importante en LDH. Donc en cas d'hémolyse, le contenu des globules rouges va être déversé dans le sang, et donc on aura une élévation des LDH. Donc, je parle tout à l'heure du prélèvement non conforme lorsqu'il y a une hémolyse en dehors de l'état pathologique du patient. Là, l'anémie hémolytique, c'est un état pathologique. Là, l'LDH, à ce niveau-là, va être un marqueur d'hémolyse pathologique. D'accord? Vous avez le dernier paramètre de la cytolyse, le fer ferrique. Donc, il s'agit d'une élévation en cas de cytolyse hépatique du fer ferrique, de la saturation de la transférine, donc le CS, et aussi la ferritinémie, puisque le foie est un type de stockage préférentiel du fer dans l'organisme. Donc, parfois, on fait un bilan martial comme ça, de routine, pour contrôler, et là, on trouve des valeurs très élevées. Donc, quand on explore le reste du bilan, on retrouve un phénomène ou un syndrome de cytolyse hépatique. Donc, on passe au test. Les tests, donc, le troisième groupe de tests, c'est les tests d'épuration plasmatique et détoxification. Là, on va explorer la fonction de détoxification. Donc, elle est explorée comment? Par l'éclairance hépatique de certaines substances, telles que par exemple, la bromosulfonsaléine. Donc, on va faire cet exemple-là. On a aussi des clairances custériennes, soit les clairances fractionnelles parenchymateuses, donc les hépatocytes, soit les clairances custériennes, mais les plus utilisées, c'est les épreuves donc fractionnelles des parenchymateuses, donc les hépatocytes. On a l'épreuve à la bromosulfonsaléine. D'accord? On donne une substance, un glénobiotique, une substance, et on va voir la capacité du foie à la détoxifier ou à l'éliminer en dehors de l'organisme. Deuxième exploration, c'est l'exploration de la fonction de conjugaison. Parce qu'en fait, la conjugaison est considérée comme
un phénomène aussi de détoxification. Il n'y a pas que la conjugaison de la bilirubine. Exploration de la fonction de conjugaison. Donc la conjugaison aussi considérée comme une étape de détoxification. On peut conjuguer, le foie peut conjuguer certains xénobiotiques pour les augmenter leur solubilité et les éliminer. On a l'épreuve d'hypuriturie provoquée. Donc on donne un xénobiotique et on va voir la capacité du foie à le transformer en produit atoxique éliminé en dehors de l'organisme. On a aussi la mesure de l'activité de l'UDP, glucuronyltransférase, donc de l'enzyme de conjugaison. Donc, je vais passer tout de suite aux clairances. Donc, je vais vous donner la notion de clairance hépatique. Donc, la clairance hépatique d'une substance est le volume virtuel du plasma que le foie est capable d'épurer complètement de cette substance en unité de temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le volume virtuel de plasma que le foie va éliminer, d'accord, en unité de temps. Je vais donner une substance au foie et je vais tenter de voir le volume, enfin virtuel, c'est-à-dire on a des méthodes pour avoir la clairance de l'épuration de cette substance en dehors de l'organisme. D'accord? Donc on parle de clairance absolue et de clairance fonctionnelle, fractionnelle, pardon, par unité de volume plasmatique. D'accord? Donc là, l'équation n'est pas importante. Donc c'est juste pour avoir une notion de clairance. Ce qui est important, c'est, on va voir par la suite, c'est l'épreuve à la bromosulfontaléine. Là, on va faire la clairance de la bromosulfontaléine. Comment c'est fait? Donc, la bromosulfontaléine, c'est une substance qui va être injectée par voie veineuse, se fixe d'abord sur l'albumine pour être acheminée au foie. D'accord? Elle est captée par les hépatocytes et subit quelques modifications métaboliques, donc conjugaison, augmentation, etc. Après un reflux hépatoplasmatique, c'est-à-dire elle est redéversée dans le plasma, elle est reprise par l'hépatocyte, déversée dans la bile, donc éliminée dans la bile. La bromosulfontaléine, elle n'est pas toxique, donc c'est pour ça qu'on l'utilise pour mesurer la capacité de détoxification hépatique. Elle se dose facilement par la coloration violette qu'elle prend en milieu alcalin. On a juste à mettre, à alcaliniser le prélèvement et on va voir donc la coloration du prélèvement en violet. Elle est d'autant, l'intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration de cette substance dans l'échantillon. Donc là, c'est pour vous dire comment c'est fait. Le protocole, comment on va faire ce test? On va injecter la bromosulfontaléine par voie intraveineuse. Par la suite, on va effectuer plusieurs donc, prélèvements à différents temps, d'accord? Avant le prélèvement en principe, et là il s'agit d'un sérum témoin, d'accord? Par la suite, après 5, 10, 15, 20, 45, 75, 90 et 120 minutes, donc à plusieurs, on va voir la cinétique en fait d'élimination de cette bromosulfontaléine à l'extérieur de l'organisme. Normalement, c'est-à-dire si le patient, si le foie est capable de détoxifier, la quantité de bromosulfontaléine est inférieure à 5% au bout de 45 minutes. C'est-à-dire au niveau du T45, donc le prélèvement 45, on va trouver 5% de la concentration ingérée au départ. Est-ce que c'est clair? Et là, ça veut dire que la fonction de toxification est intacte. Je sais que je rabâche beaucoup, mais c'est pour que vous compreniez. Donc, là, c'était pour l'épreuve à la bromosulfontaléine. Deuxième cas de figure, c'est l'exploration de la fonction de conjugaison. Donc, on a l'épreuve d'hypuriturie provoquée. Donc, l'acide hypurique, hypuriturie, si vous trouvez le suffixe puri, c'est-à-dire acide hypurique au niveau urinaire. OK? Et provoqué, vu que c'est un test, donc on va le faire. Donc, cette épreuve de détoxification basée sur l'étude de l'élimination urinaire d'acide hypurique après absorption de benzoate de soude. En fait, on ne va pas donner de l'acide hypurique au patient. On va lui donner le benzoate de sodium. Et ce benzoate de sodium va être
détoxifié en acide hypurique, transformé en acide hypurique au niveau de l'organisme du patient. Donc, mécanisme de formation de l'acide hypurique, vous avez l'acide benzoïque ingéré, plus ATP va nous donner le benzoïle AMP plus le pyrophosphate. Par la suite, le benzoïle AMP va se lier au CoASH, donnant le benzoïle CoA. Par la suite, le benzoïle CoA, par la glycine, donc conjugaison, va nous donner l'acide hypurique. Donc, le patient va ingérer de l'acide benzoïque, le foie va le transformer en acide hypurique, on va doser l'acide hypurique. Donc, ingestion d'acide benzoïque et dosage de l'acide hypurique. Si on trouve de l'acide hypurique en quantité suffisante, donc proportionnelle à la quantité ou la concentration d'acide benzoïque ingérée, donc là, donc c'est une fonction de détoxification ou de conjugaison, bien sûr, adéquate et correcte. Donc, le protocole, donc on va donner une charge de benzoate de sodium par voie orale ou intraveineuse au patient. Et par la suite, on va doser l'acide hypurique dans les urines de 4 heures si c'est par voie orale et 1 heure si c'est par intraveineuse. D'accord? On va par la suite doser l'acide hypurique. Les résultats, donc résultats normaux, élimination de plus 50% et plus de la charge de benzoate. Les résultats pathologiques, donc l'acide hypurique diminue dans l'insuffisance hépatique. Donc, le foie, il y a une insuffisance hépatique lors de l'hépatite et de cirrhose, par exemple. Et là, le foie est incapable de détoxifier et de transformer ce benzoate de sodium en acide hypurique. Et aussi, on peut avoir un acide hypurique normal au cours d'obstruction des voies biliaires lors des affections de courte durée. Donc là, ça n'a pas de rapport avec le phénomène de détoxification. Donc, là, je vais passer au test 4e point, le test d'activité métabolique. Donc, test d'activité métabolique. Vous n'avez pas de questions par rapport au 3e point d'exploration, donc de détoxification? Non, je passe au 4e point. Répondez, s'il vous plaît. Oh oui. Très bien. Donc, le 4e point, donc, c'est le test d'activité métabolique. Et alors, ce test-là, il explore le syndrome d'insuffisance hépatocellulaire. Là, on va explorer l'insuffisance hépatocellulaire. C'est quoi l'insuffisance hépatocellulaire? C'est l'ensemble de manifestations liées à la diminution ou à l'arrêt des fonctions des hépatocytes. C'est-à-dire, le foie est incapable de faire sa fonction, donc soit métabolique, donc tout ce qui est métabolisme, etc. L'uréogénèse aussi. Donc là, c'est insuffisance hépatocellulaire. Les causes sont les hépatites aiguës, les hépatites chroniques, actives et bien sûr les cirrhoses. Donc les paramètres biochimiques, c'est principalement le dosage des protéines. Donc on peut doser les protéines totales, taux de protéines totales, ou bien doser par exemple l'albumine, qui se retrouve diminué, les fibrinogènes diminués, les facteurs de coagulation diminués, l'ammoniac sanguin qui est élevé et l'urée qui est diminué. Là, l'ammoniac et l'urée, vous avez en principe, c'est clair pour vous, l'ammoniac, donc est pris en charge par l'uréogénèse, vu l'insuffisance hépatique, donc l'uréogénèse ne se fait pas correctement, et donc l'urée est diminuée et l'ammoniac reste élevé, n'est pas détoxifié. Donc là, c'est les principaux paramètres d'exploration de l'activité métabolique et donc d'exploration du syndrome d'insuffisance hépatocellulaire. Donc l'albumine, elle est synthétisée uniquement par le foie, diminution modérée dans les maladies hépatiques aiguës et diminution aussi dans les maladies hépatiques chroniques graves. C'est un indicateur de sévérité dans l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, quand ça diminue beaucoup, oui.
Ah, la différence entre l'insuffisance hépatocellulaire et la cytolyse hépatique. Cytolyse hépatique, c'est une lyse des cellules hépatiques. Les cellules hépatiques se trouvent déchiquetées, etc. D'accord? Ça peut commencer par un phénomène modéré, d'accord? Et quand c'est exagéré, donc ça peut aussi donner un syndrome d'insuffisance hépatocellulaire. Donc le nombre de cellules hépatiques ne sont plus suffisants pour assurer donc les fonctions du foie. D'accord? L'insuffisance hépatocellulaire, c'est l'incapacité. On peut avoir l'insuffisance hépatocellulaire sans avoir un phénomène de cytolyse. Par exemple, lors d'une fibrose. D'accord? Donc, le foie est incapable, même on a des cellules hépatiques, mais qui ne travaillent pas correctement. Donc, c'est une insuffisance hépatocellulaire. La cytolyse hépatique, c'est la lyse des cellules hépatiques. Ça commence modéré et ça peut, si ce n'est pas pris en charge sur le plan thérapeutique, ça peut liser un bon nombre de cellules hépatiques et donc ça va être, ça va virer vers l'insuffisance hépatocellulaire. Mais tant qu'on a un nombre de cellules qui n'a pas encore été lisé, on n'a pas de phénomène d'insuffisance hépatocellulaire. Ok? Est-ce que vous avez compris ou je reprends? C'est deux syndromes différents, hein. Mais vous allez voir par la suite au niveau des pathologies. Je vous parle tout à l'heure depuis tout à l'heure hépatite, cirrhose, fibrose. Vous allez me dire, on parle, madame, de syndrome de cholestase, de syndrome d'insuffisance hépatique, de syndrome de cytolyse hépatique. Et là, vous nous parlez de hépatite, cirrhose, etc. Justement, c'est l'association de certains syndromes qui donne ces pathologies, ces grandes pathologies hépatiques. Vous allez voir au niveau des pathologies que, par exemple, l'hépatite commence par une cytolyse hépatique et par la suite, on a une insuffisance hépatocellulaire associée, un phénomène de cholestase associé. D'accord? Donc, vous allez comprendre les pathologies à part entière au niveau du chapitre pathologie. OK? Mais j'insiste que l'insuffisance hépatocellulaire et la cytolyse hépatique, deux syndromes différents. D'accord? Ça peut être associé. Alors, donc, je parlais de l'albumine. Donc, elle diminue dans les maladies hépatiques chroniques graves, de rien. Donc, c'est un paramètre non spécifique des maladies du foie. Donc, on peut avoir une diminution d'albumine en dehors d'une maladie, d'une pathologie hépatique. D'accord? Par exemple, une pathologie rénale, donc fuite rénale de l'albumine. Donc, on a une diminution d'albumine, mais qui n'est pas propre à une pathologie hépatique. Donc là, par la suite, l'interprétation se fait dans un cadre de bilan et dans un cadre à part entière, donc par rapport à d'autres paramètres aussi. D'accord? Ce n'est pas un paramètre spécifique des maladies hépatiques, mais ça renseigne. Si je trouve de l'albumine diminuée, l'urée diminuée, là, je suis plus orientée vers une pathologie hépatique. Quand je trouve de l'albumine diminuée, de l'urée élevée, donc l'urée, ça renseigne sur une insuffisance, par exemple, rénale, là, je pense beaucoup plus, je penche beaucoup plus vers une pathologie rénale. Donc là, il faut apprendre à raisonner par rapport aux paramètres. La préalbumine, donc c'est un marqueur plus sensible car la demi-vie de l'albumine est plus courte que la préalbumine est plus courte que l'albumine. Donc on peut doser la préalbumine, mais en routine on trouve beaucoup plus le dosage de l'albumine que de la préalbumine. Le taux de prothrombine, le TP, donc il est dosé en principe en hémobio, mais on en a besoin. On a besoin de la valeur pour interpréter au niveau de chimie. Donc en principe, les valeurs usuelles sont de 100% par rapport à un témoin. La diminution du TP renseigne ou oriente vers une insuffisance hépatocellulaire par défaut de synthèse des facteurs de coagulation, d'accord, toujours dans un contexte. Ça peut aussi diminuer lors d'un défaut de la vitamine K, vu qu'il y a un bon nombre de facteurs de coagulation qui sont vitamine K dépendants, ou malabsorption intestinale de la vitamine K, qui est fréquente chez les sérotypes. Les sérotypes, d'accord? Les sérotypes, ça veut dire les patients atteints de cirrhose hépatique. Donc, on a une diminution de la vitamine K, et donc, pas de synthèse correcte des facteurs de coagulation, et donc le TP se trouve diminué. Justement, on a recours au facteur 5, donc dont la synthèse est indépendante de la vitamine K, et assure, donc le dosage du facteur 5 assure le diagnostic différentiel entre l'insuffisance hépatocellulaire et la carence d'apport en vitamine K. D'accord? L'ammoniac, donc l'ammoniac aussi, donc
peut renseigner sur une insuffisance hépatocellulaire lorsqu'il se trouve élevé, issu de la désamination des acides aminés et des composés aminés et détoxifié grâce à l'uréogenèse hépatique. Donc, en cas d'insuffisance hépatocellulaire, pas d'uréogenèse et augmentation de l'ammoniac. Variation physiologique, c'est chez le nouveau-né par immaturité hépatique. Donc, chez le nouveau-né, il y a une étape d'adaptation. Donc, il y a une immaturité hépatique au départ. Donc, on peut trouver des valeurs un peu élevées par rapport à la norme, le temps de la maturation enzymatique au niveau du foie. Variation pathologique, donc augmentation en cas de l'insuffisance hépatocellulaire sévère, l'hépatite est grave, la cirrhose et le coma hépatique. On a aussi la pathologie du déficit congénital, en OTC, ornithine transcarbamylase. Donc là, c'est une enzyme importante du cycle de l'urée. Donc là, on aboutit au dernier groupe de tests, test de la réaction inflammatoire. Donc le test de la réaction inflammatoire, le phénomène inflammatoire est extrêmement fréquent au niveau du foie. Des globules particulières sont élaborées et passent dans la circulation pour mettre en évidence un état inflammatoire. Donc le foie est un organe qui subit plusieurs inflammations, donc sur le plan pathologique, et donc on a un groupe de tests pour explorer à part entière l'inflammation au niveau hépatique. Justement, c'est diagnostiqué ou exploré par l'électrophorèse des protéines, d'accord, le dosage des immunoglobulines, donc les IG, et le dosage des protéines de l'inflammation. Donc, par exemple, vous avez au niveau de l'électrophorèse des protéines et le dosage des immunoglobulines, par exemple, une hyper-gamma-globulinémie polyclonale, c'est-à-dire le bloc gamma, peut être due à une stimulation antigénique, d'accord. Ça peut être une cirrhose décompensée, donc œdémateux acétique, c'est-à-dire avec acide, liquide acide au niveau du péritoine, où on va avoir en assistant un bloc bêta-gamma, entre les bêta-globulines, vous allez voir sur la figure, et une diminution de l'albumine, bien sûr, l'insuffisance, l'albumine va diminuer, donc on peut avoir au niveau des cirrhoses un phénomène d'insuffisance hépatocellulaire associé. Au niveau des hépatites chroniques, augmentation du bloc gamma et diminution aussi de l'albumine. Le bloc bêta-gamma dans les cirrhoses éthyliques par augmentation des IgA. Oui. D'accord. Je vais hausser la voix. Alors, je reprends. Vous avez au niveau de l'électrophorèse des protéines et le dosage des immunoglobulines, par exemple, l'hypergamma-globulinémie polyclonale. D'accord. Donc, l'hypergamma-globulinémie, une augmentation des immunoglobulines, ça peut être dû à une stimulation antigénique, par exemple des hépatites, etc., virales. On peut avoir une cirrhose décompensée lorsqu'il y a un œdème au niveau du péritoine et donc liquide d'acide. Vous avez le bloc bêta-gamma, un bloc bêta-gamma, une diminution de l'albumine, d'accord. Vous avez aussi une hypergamma-globulinémie polyclonale lors des hépatites, bien sûr, chroniques. Le bloc bêta-gamma dans les cirrhoses éthyliques, par quoi? Par augmentation de l'immunoglobuline A. Okay. Vous avez l'augmentation des IgM dans les cirrhoses biliaires primitives, l'augmentation des IgG dans les hépatites chroniques actives et l'augmentation des IgA dans les cirrhoses alcooliques. Donc là, c'est pour le dosage des immunoglobulines. Lorsqu'on dose les immunoglobulines et on trouve des IgM élevés, on peut pencher vers la CBP, la cirrhose biliaire primitive. Si on trouve les IgG élevés, on va pencher vers une hépatite chronique active, etc. Donc, ça va orienter notre diagnostic. Donc, le bilan inflammatoire hépatique se fait par l'électrophorèse des protéines, premièrement, et par la suite, le dosage des immunoglobulines. En fait, le profil électrophorétique va nous renseigner. Par exemple, là, c'est le profil normal et en très foncé, c'est le profil donc, pathologique d'une cirrhose décompensée.
Par exemple, dans la cirrhose hépatique décompensée, on note une diminution de l'albumine, d'accord, déjà, par insuffisance hépatique cellulaire. La cirrhose possède donc un syndrome d'insuffisance hépatocellulaire et aussi euh, les alpha, les bêta peuvent être diminués aussi parce qu'ils sont constitués par des protéines qui sont synthétisées par le foie. Et donc, lors d'insuffisance hépatocellulaire, il n'y a pas que l'albumine qui diminue, mais toutes les protéines synthétisées par le foie. Et aussi, apparition d'un bloc bêta-gamma caractéristique. Donc, quand je vois ce profil-là au niveau de l'électrophorèse, je vais orienter mon diagnostic vers une cirrhose décompensée et je vais rajouter d'autres paramètres pour mettre un diagnostic final. Le dosage des protéines de l'inflammation, telles que l'urosomycoïde, l'alpha-1-globuline, l'aptoglobuline, l'alpha-2-globuline, les fractions du complément, donc C3 et C4 du complément, qui sont diminuées dans les maladies immunes. Les diminutions des fractions du complément également observées au cours d'insuffisance hépatocellulaire par défaut de synthèse. Donc là, c'est pour renforcer le diagnostic du bilan inflammatoire hépatique. On a des examens spécifiques complémentaires, tels que, par exemple, oui, les cirrhoses, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va la voir, je vais vous définir la cirrhose au niveau de la partie pathologie. D'accord? Décompensée, ça veut dire déséquilibrée. D'accord? Une cirrhose déséquilibrée, non seulement on a les symptômes de la cirrhose au niveau hépatique, mais on a aussi des conséquences de la cirrhose, telles que, par exemple, le liquide acide. Le liquide acide, donc c'est un épanchement péritonéal où vous entendez dire qu'il a de l'eau dans le ventre. Là, c'est le liquide acide. C'est un épanchement au niveau du péritoine. Et là, c'est un signe de cirrhose décompensée, ça se déséquilibré. Donc, qui donne des conséquences sévères sur l'organisme. D'accord? Tout ce qui est décompensé, ça veut dire déséquilibré. OK? Est-ce que c'est clair? Mais cirrhose, etc., on va la voir, je vais vous définir la pathologie au niveau du dernier chapitre pathologie. Donc là, les examens spécifiques complémentaires, donc on peut doser les antigènes et les anticorps des hépatites virales, donc en concert avec la microbiologie. Donc on peut avoir le dosage pour confirmer que c'est une hépatite virale. On peut aussi doser le marqueur tumoral du